Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dirigeant associatif. Engagement et professionnalisation. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Magali Page, Culture populaire et résistance culturelle régionale. Fêtes et chansons en Catalogne 2010. Marc-Antonin Henbert, Les alliances syndicales internationales, des contre-pouvoirs aux entreprises multinationales, 2010. Marcel Faulkner, Travail et organisation. Regard croisé sur la recherche sociologique, 2010. Olivier Mazade, La reconversion des hommes et des territoires. Le cas Métal Europe, 2010. Mustapha Poyraz, Loïc Gandet, Sucru Aslan, Les quartiers populaires et la ville. Les Varos et les banlieues parisiennes 2010. Steve Gadet, La fusion de la culture hip-hop et du mouvement Rastafari 2010. Jean-Olivier Majastre, La culture en archipel. Pratiques culturelles et modes de vie chez les jeunes en situation d'apprentissage précaire 2010. Lucie Jouvet, Socio-anthropologie de l'erreur judiciaire 2010. Éric Gallibour et Yves Rebaud, Transition professionnelle dans le monde associatif et l'animation, 2010. Stéphanie Vincent, L'action publique face à la mobilité 2010. Marie-Christine ZE_LEM, Politique de maîtrise et de la demande d'énergie et résistance au changement, 2010. Zheng Liwa, Yang Xiaomin, La confiance et les relations sino-européennes 2010. Hugues-Olivier Hubert, Céline Nieuwenhuys, L'aide alimentaire au cœur des inégalités, 2010. Introduction. La recherche présentée ici est consacrée à l'analyse de l'engagement des dirigeants des associations dans les organisations qui leur confèrent ce rôle social. Les associations auxquelles nous faisons référence regroupent des individus. Elles n'ont pas de but lucratif, sont de droit privé et d'adhésion volontaire. Nous désignons par dirigeantes en portugais, les membres du conseil d'administration CA, Direxao en portugais. Notons qu'au Portugal, le mot dirigeante peut se rapporter aux membres des autres organes sociaux. Dans ce pays, le CA est l'organe exécutif des associations, l'un des 3 organes sociaux généralement existants. Bien que la législation ne rende obligatoire que l'existence d'un CA et d'un conseil fiscal CF, chargé d'approuver la comptabilité annuelle préparée par le CA, l'élection d'un bureau de l'Assemblée générale, BAG, chargé de convoquer et de diriger les assemblées générales, AG, fait aussi partie des pratiques associatives. Le cas échéant, il est choisi ad hoc parmi les membres présents dans l'AG. Étant généralement élus au moyen d'une même liste, les 3 organes sociaux des associations visent ainsi garantir la séparation des pouvoirs, constitutif, exécutif, de contrôle 1. Malgré son grande importance, tant au niveau interne qu'au niveau externe, soulignée par la visibilité médiatique que certains dirigeants associatifs acquièrent souvent, d'une façon générale, cette catégorie de militants semble avoir été oubliée dans les études menées au Portugal sur les organisations non lucratives de la société civile. L'objet. Nous nous intéressons en particulier aux membres du CA des associations, car ces derniers sont, à notre avis, les individus ayant le plus de responsabilités au sein de l'association. Bien que les AG soient en principe souveraines, la légitimité électorale confère le pouvoir exécutif aux dirigeants. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'une association est essentiellement ce qu'en font ses dirigeants. En outre, dans de nombreuses associations, ne participent réellement aux AG que les membres qui composent les organes sociaux et très peu de simples adhérents. Donc, les changements statutaires et tout autre type de décision ayant un impact important sur la vie associative finissent par provenir du groupe restreint des dirigeants anciens, actuels et futurs.
Les dirigeants constituent une élite sociale dans la mesure où ils se distinguent des autres membres, notamment par leur intervention au processus de prise de décision dans l'association. Nous pouvons aussi les appeler leaders pour rendre compte de leur rôle d'orientation de l'action du groupe. Cette distinction provient de spécificités consacrées dans un cadre légal, mais aussi de représentations sociales et de pratiques effectives. Bien qu'en termes légaux le CA soit un organe collégial, les rôles assignés à ses membres sont divers. On peut mettre, en particulier, l'accent sur le président de l'association, puisque formellement il a plus de capacité d'influence grâce au vote de qualité qui lui permet de départager les voix au sein du CA, ainsi que par l'autorité accrue dont il bénéficie comme représentant de l'association, son porte-parole est le responsable de la constitution de la liste candidate aux élections de l'association, en conformité avec les pratiques courantes au Portugal. Néanmoins, dans l'association il peut y avoir des membres plus actifs que les dirigeants, tant au sein d'autres organes sociaux qu'en dehors de ces derniers. Beaucoup d'associations ont un salarié ou un gérant, et celui-ci finit par être le collaborateur le plus impliqué dans la vie de l'association, étant au courant des activités en cours, connaissant les membres les plus actifs, etc. Pour nous, il n'est donc pas évident que tous les dirigeants soient des membres agissants et influents. Nous partons du principe qu'il y a une hétérogénéité dans leur engagement, qu'il faudra systématiser et comprendre. La question de départ. Notre question de départ consiste justement à comprendre la façon dont change l'engagement des dirigeants et comment leur trajectoire individuelle se croise avec l'évolution de l'association. Par conséquent, ce qui nous intéresse est de comprendre la conjugaison de deux processus. D'une part, l'évolution de l'association, notamment de sa professionnalisation, dans le sens qui sera précisé plus loin, et d'autre part, les trajectoires des dirigeants compte tenu de l'hétérogénéité de leurs engagements associatifs. En somme, nous partons du principe que les associations tendent à la professionnalisation quand elles cherchent à avoir une action plus efficace, et qu'il y a différents types d'engagements militants, les dirigeants se distinguant des autres membres de l'association. Plan de l'ouvrage. La présentation de la recherche s'organise en 3 parties. Dans un premier temps, nous souhaitons discuter les principales contributions théoriques ayant trait à ce thème afin de délimiter notre problématique. Parler d'engagement associatif implique d'avoir à l'esprit la réflexion existante autour du rôle des associations dans la société, leur tendance à la professionnalisation dans un processus de recherche de plus d'efficacité, ainsi que la participation de l'individu au sein de l'association. La recension bibliographique qui soutient cette première partie met l'accent sur la contribution de plusieurs disciplines, allant de la science politique à la sociologie des professions, en passant par la psychologie sociale et par la sociologie du militantisme. Dans une deuxième partie, on fait la transition entre le cadre théorique et l'analyse empirique développée au Portugal. Outre la présentation du modèle d'analyse qui a servi de fil conducteur à la recherche et la stratégie méthodologique adoptée, nous nous centrons, dans cette partie, sur les données disponibles sur l'associationnisme portugais. Les résultats de notre enquête menée au moyen d'un questionnaire postal qui avait pour but, d'une part, de combler les lacunes de données des sources officielles et d'autre part, de vérifier notre hypothèse principale, intègre aussi cette deuxième partie. Une approche extensive s'avérant insuffisante pour comprendre l'engagement des dirigeants, nous consacrons la troisième et dernière partie à l'analyse d'une étude de cas. L'étude de cas nous a permis d'adopter une perspective diachronique de l'engagement des dirigeants au cours du processus de professionnalisation d'une association. Il s'agit d'une association portugaise de consommateurs de rayonnement national. Nous avons choisi l'Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, Association portugaise pour la défense du consommateur, DECO. DECO jouit d'une grande visibilité au Portugal, mais elle est considérée comme un cas de succès au sein du modèle de consumérisme dominant à l'échelle internationale, ce qui nous conduit à une réflexion qui pourra être extensible à d'autres situations homologues. I-partie, l'engagement et la professionnalisation. 1. Le rôle des associations. Certains auteurs classiques de la sociologie, tels qu'Émile Durkheim et Max Weber II,
et des auteurs anglo-saxons contemporains, surtout dans le domaine de la science politique 3, utilisent le concept d'association dans un sens large. Les associations pouvant aussi bien être les groupes primaires qui socialisent les individus pendant l'enfance, notamment la famille, que les corps secondaires où l'on trouve des groupes aussi dissemblables que les comités d'habitants, les associations de défense de l'environnement, les coopératives, les ordres professionnels, les sectes religieuses ou les partis politiques. Dans le cadre du débat autour du rôle des associations dans la société, comprenant notamment les pluralistes, les républicains et les néolibéraux 4, nous avons aussi observé une perspective normative qui met l'accent sur la participation des associations pour un meilleur fonctionnement du régime démocratique, la démocratie associative 5. Dans ce sens, Joshua Cohen et Joel Rogers 6 défendent que les associations ont 4 fonctions principales. A. L'information. Les associations sont une importante source d'information, fournissant de l'information pour la prise de décision, sur l'impact des mesures ou sur l'état de mise en œuvre de la législation par exemple. B. L'égalisation représentative. Par le biais de ces organisations, des personnes ayant peu de ressources peuvent améliorer leur situation, promouvant ainsi l'égalité politique, L'. L'égalité politique étant aussi favorisée par la représentation des minorités et sa diversité, luttant contre les injustices issues du système électoral. C. L'éducation citoyenne. Les associations peuvent fonctionner comme les écoles de la démocratie, en promouvant le débat, la négociation, la tolérance, la prise de position individuelle, l'acceptation de normes démocratiques. D. Le gouvernement alternatif. Les associations peuvent constituer une alternative de gestion qui valorise et promeut la coopération car elles n'ont pas de but lucratif. Une perspective macro-analytique des associations s'est essentiellement basée sur 2 types d'effets défendus depuis de la démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville 7. Au niveau interne, dans la mesure où les associations sont une école de démocratie, et au niveau externe, car les associations permettent de mesurer la relation entre les individus et l'État lorsque face à la croissante égalisation sociale, les individus perdent de la capacité d'influence. Mais, l'une des contributions les plus importantes de ce débat est d'attirer l'attention sur le fait qu'il est difficile de généraliser les fonctions ou les effets des associations 8. Dans ce sens, Nancy Rosenblum 9 parle du caractère hybride des associations et soutient que ce que nous pouvons généraliser c'est justement l'expérience de la pluralité. D'après Mark Warren, l'idéal est qu'il y ait un pluralisme des faits pour que nous parvenions à atteindre une démocratie robuste, ou ce que l'auteur désigne par Democratic Ecology of Association 10. Il faut remarquer que cet auteur observe que le leadership n'est qu'un des facteurs qui ne nous permet pas de généraliser le phénomène associatif, parce que ses qualités sont très variables. Mais nous pouvons déceler, notamment en France, des courants de la recherche centrés sur les associations en tant que forme cristallisée de mouvements sociaux, courants qui adoptent une perspective plus micro-analytique. Dans ce cas, la définition de l'association est restreinte, on étudie le phénomène sur le plan de l'engagement individuel, du militant 11. Dans ce contexte, le débat sur la relation entre association et démocratie ne semble pas prévaloir, bien qu'il soit sous-jacent par exemple, à ce que Martine Barthélémy a appelé l'idéologie associative 12. D'après l'idéologie associative, les associations sont un contre-pouvoir, sain et correcteur, et être militant veut dire aider les autres. Cette perception des associations nous empêchera de voir la diversité de la vie associative. Récemment, en particulier à partir des années 1990, les sciences sociales ont commencé à prêter plus d'attention à l'analyse des associations. Les changements sociaux et politiques, plus que la théorie démocratique, semblent imposer les associations comme thème d'étude. En effet, la crise de l'État-providence et de la démocratie représentative, attestée notamment par les taux élevés d'abstention électorale, ont amené les scientifiques et les politiciens à rechercher une troisième voie, entre État et marché 13. Mark Warren 14 considère d'autre part que la mondialisation, la différenciation, la complexité et la réflexivité croissante contribuent à une appétence accrue des individus à s'associer afin d'affirmer leur identité. Lester Salamon, coordinateur de l'équipe du Johns Hopkins Comparative Non-Profit Sector Project, JHCNSP, défend que nous nous trouvons d'ailleurs face à une révolution associative globale 15.
Le JHCNSP a constaté, d'une façon générale, une croissance très importante du secteur non lucratif, tant en ce qui concerne les taux et les volumes d'emploi pour les travailleurs, qu'en ce qui concerne la contribution que ce secteur apporte au PIB national. L'une des filières qui nous amène à envisager les associations comme phénomène social est en effet leur inclusion dans le troisième secteur, à côté du secteur d'État et du secteur privé, bien que les associations aient un poids réduit vis-à-vis des coopératives, des mutualités et des fondations. Cette approche privilégie très souvent la dimension économique. Il faut encore remarquer que l'attention prêtée à l'heure actuelle aux associations est aussi liée à l'importance qui est accordée à l'analyse du capital social. L'œuvre de Robert Putnam, Making Democracy Work Says, a contribué de façon déterminante à diffuser le concept de capital social et à le rattacher aussi à l'associationnisme. Dans ce sens, plusieurs auteurs d'17 se réfèrent à Putnam comme le nom le plus important des créateurs de la théorie du capital social, la considérant comme l'un des courants de la démocratie associative. Selon Putnam, toutes les sociétés ont des réseaux interpersonnels de communication et d'échange, formels et informels. Certains sont horizontaux et rassemblent des individus ayant un statut et un pouvoir équivalents, d'autres sont essentiellement verticaux et agrègent des individus ayant des positions hiérarchiques diverses. Or, dans les réseaux d'engagement civique horizontaux, tels que les associations de voisins, les coopératives, les clubs sportifs, etc., l'interaction est intense et la coopération est plus fructueuse pour les parties que dans les associations verticales. C'est donc dans ces associations que le capital social devient plus important. Toutefois, depuis la publication de son ouvrage sur l'Italie au milieu des années 1990, de multiples critiques ont été émises sur la perspective de Putnam. Selon plusieurs auteurs 18, il y a une circularité dans le raisonnement de Putnam, dans la mesure où le capital social est simultanément cause et effet. En réalité, on ne sait pas clairement si la confiance est le résultat ou la condition préalable à l'appartenance associative. De toute façon, le concept de capital social continue d'être débattu du fait des difficultés de mise en œuvre opérationnelle 19. 2. L'engagement des dirigeants associatifs. Les associations sont avant tout ce que ces dirigeants en font. Mais, en dépit de multiples références à leur importance les études sur les associations ne semblent pas s'articuler avec les études consacrées aux accomplissements des individus dans les associations. Pour l'analyse des dirigeants associatifs, nous allons essentiellement faire appel aux contributions des classiques de la sociologie politique, dans la mesure où ils se sont penchés sur les élites, aux études de la psychologie sociale, surtout dans la perspective de l'étude du leadership dans l'efficience organisationnelle, et finalement à la réflexion déclenchée à partir des études sur le militantisme mentionnées précédemment. En effet, les dirigeants associatifs peuvent être perçus comme une minorité ayant du pouvoir au sein du groupe social que constitue l'association, c'est-à-dire comme une élite sociale ou civile, étant donné qu'ils participent au processus délibératif 21, bien que par exemple, Alexis de Tocqueville parle du rôle des dirigeants et Max Weber considère que l'un des aspects fondamentaux dans une association est son CA. Gaetano Mosca est l'auteur qui est penché le premier directement sur la classe des dirigeants 22. Mosca observe que d'une façon générale, on n'accepte pas que les minorités commandent les majorités. Toutefois, elles ont plus de succès que les masses parce qu'elles sont organisées et fréquemment supérieures sur le plan matériel, intellectuel ou moral, étant donné qu'elles sont composées par des individus qui se distinguent en raison d'une ressource particulière quelconque. Outre ce fait, il maîtrise ce que Mosca a appelé l'art de gouverner 23. Et donc, comme le soutient l'auteur italien, le pouvoir tend à générer du pouvoir, créant les conditions structurelles permettant un plus grand accès au pouvoir. Weber nous aide encore à penser la permanence de l'élite au pouvoir en observant que si les dirigeants sont rémunérés, alors la pérennité du groupement sera plus importante, même si les bases idéologiques initiales ont perdu leur raison d'être 24. Roberto Michels, d'autre part, montre que le pouvoir devient conservateur, étouffant le principe démocratique, notamment lorsque les organisations finissent par devenir une fin en soi et non un moyen 25. Cette tendance, à laquelle n'échappent pas non plus les mouvements sociaux,
a été désigné par Michels de loi d'airain de l'oligarchie 26. La corrélation entre l'existence d'une élite et une meilleure performance du groupe fait aussi l'objet de réflexions de la psychologie sociale à travers le concept de leader 27. Mais, comme l'observent Luis Reto et Albino Lopez 28, malgré des milliers d'études empiriques, on ne sait pas encore clairement ce qui distingue un leader d'un non-leader, ni un leader efficace d'un leader non efficace. En effet, quelques études se sont penchées sur le phénomène du leadership dans les associations, mettant notamment l'accent sur le processus de succession 29 ou sur la résistance au changement, comme il advient avec le syndrome du fondateur. En effet, un individu ou un petit groupe d'individus qui garde une vision originelle de l'association et a de l'influence au moment de la prise de décision, peut être un obstacle à l'évolution de l'association 30. D'autres études cherchent à comprendre ce qui amène. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.